Ago, I was shooting a commercial in Rome. Il montait sur scène avec une perfusion discrètement cachée sous sa manche. Chaque soir, Marcello Mastroianni jouait les Ultime Lume comme si c'était sa dernière respiration. À 72 ans, rongé par un cancer du pancréas, il refusait de céder. Mais pourquoi ? Pourquoi cet homme, adoré par des millions, choisissait-il de mourir lentement dans l'ombre, loin des projecteurs qui l'avaient tant aimé ? Était-ce une forme de rédemption ou le dernier acte d'un artiste incapable de vivre sans jouer ? Ce soir-là, dans son appartement parisien, il rendit son dernier souffle entre les bras de Catherine Deneuve et de leur fille Chiara, tandis qu'une autre femme, Anna Maria Tato, restait à la porte. Pourquoi l'amour de 20 ans de sa vie fut-elle tenue à l'écart ? Et si la fin n'était qu'un début ? Né le 28 septembre 1924 à Fontana Liri, un petit village du Latium, Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni voit le jour dans une famille modeste d'artisans. Enfant rêveur, il grandit sans excès entre les montagnes et les silences d'un pays meurtri par les secousses fascistes. Très tôt, sa famille déménage vers le nord, d'abord à Turin, puis à Rome, fuyant la misère. Là, l'adolescent s'inscrit dans une école de dessin technique et trouve un emploi comme dessinateur industriel, loin du glamour qui définira plus tard son image. Mais le vrai basculement survient avec la Seconde Guerre mondiale. Enrôlé de force dans les travaux de guerre, Marcello est capturé par les nazis et envoyé près de la frontière autrichienne. Grâce à de faux papiers et à une audace qui ne le quittera jamais, il parvient à s'évader et se cache pendant des mois à Venise. Cette période d'ombre et de silence façonnera chez lui une discrétion presque viscérale et une distance ironique face à la célébrité à venir. C'est dans l'Italie d'après-guerre, exsangue mais culturellement bouillonnante, qu'il fait ses premiers pas sur les plateaux de cinéma. Il débute comme figurant avec une élégance naturelle qui séduit immédiatement la caméra. En 1948, il se fait remarquer dans I Miserabili, une adaptation italienne des Misérables. Mais c'est avec la Dolce Vita 1960 de Federico Fellini que tout bascule. Son rôle de Marcello Rubini, journaliste cynique errant dans les nuits décadentes de Rome, le propulse au rang de mythe vivant. Cette collaboration avec Fellini ne fut pas un accident. Le réalisateur voyait en Mastroianni un double rêvé, un alter ego mélancolique et brillant. Ensemble, ils donneront aussi naissance à 8 et demi, une œuvre maîtresse du cinéma mondial. En parallèle, son duo avec Sophia Loren devient légendaire. 11 films, une alchimie électrique, une complicité profonde, presque amoureuse, mais jamais consommée. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante, Marcello fuit les étiquettes. Il déteste le surnom de Latin Lover que la presse lui colle après la Dolce Vita. Il multiplie alors les rôles plus complexes, parfois fragiles, souvent absurdes dans le cinéma d'auteur européen. Il refuse Hollywood, refuse de se trahir, préférant incarner un homme en perpétuelle fuite, du monde, des femmes, de lui-même. Era 1974. Mientras el eco de los aplausos aún resonaba en los teatros de América Latina y los discos de los galos se agotaban en las disquerías, Lucho Muñoz hizo algo que nadie vio venir. Abandonó el grupo que él mismo había llevado a la cima. No hubo rueda de prensa, ni lágrimas públicas, ni despedidas conmovedoras. Solo un vacío. Un vacío que los fans llenaron con especulaciones y que los medios evitaron tocar, por respeto o por miedo a lo que pudieran descubrir. Lo que comenzó como una diferencia creativa, según algunos allegados, se transformó en una fractura silenciosa dentro de los galos. Entre bastidores, los desacuerdos sobre el rumbo artístico de la banda comenzaron a ser evidentes. Lucho deseaba experimentar, introducir nuevos matices en la música romántica que tanto éxito les había traído. Pero otros, como Carlos Baeza, compositor clave del grupo, y Nicolás Parra, el saxofonista de estilo clásico, defendían la fórmula que los había convertido en ídolos. Los ensayos se volvieron tensos,
las giras incómodas, las decisiones forzadas. Y aunque nunca hubo una pelea escandalosa, la atmósfera era irrespirable. Lucho, acostumbrado a cantar sobre el amor, empezó a vivir entre la decepción y la frustración, hasta que una mañana simplemente no volvió. Ese gesto, tan silencioso como rotundo, marcó el inicio de una herida que nunca terminó de cerrar. Años después, algunos miembros del grupo insinuaron que su partida fue un acto egoísta y que la banda nunca volvió a ser la misma. Otros, en cambio, reconocieron en privado que su ausencia reveló cuán dependientes eran de su carisma y voz. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera sus seguidores más fieles, era que Lucho no solo se alejaba del grupo, se alejaba de un sistema que lo había desgastado emocionalmente. El romanticismo en el escenario contrastaba con la frialdad de los contratos, los egos inflados y las decisiones tomadas por intereses comerciales. El hombre que cantaba sobre sentimientos puros vivía rodeado de tensiones que contradecían cada una de sus letras. Tras su salida, comenzaron los murmullos. Los Ángeles Negros, la otra gran banda chilena de baladas, fue colocada en el centro de comparaciones feroces. ¿Quién era mejor? ¿Quién tenía más alma? ¿Quién era más verdadero? Los críticos más duros, como el temido Alejandro Lazo, no tardaron en escribir columnas donde ridiculizaban la estética de los Galos y minimizaban su legado, sugiriendo que su música era demasiado cursi para perdurar. Aquello caló hondo en Lucho, quien sentía que su honestidad artística estaba siendo pisoteada. Pero lo más doloroso no vino de los medios, vino de aquellos con quienes compartieron escenarios, camerinos y sueños. Durante años, algunos miembros del grupo omitieron su nombre en entrevistas, otros se referían a él solo como el exvocalista. En un homenaje televisivo en los años 90, al que fue invitado pero no asistió, su ausencia fue mencionada con una frase cortante: «Cada quien toma sus decisiones y vive con ellas». Para Lucho, esas palabras fueron un puñal. Y mientras todo eso ocurría públicamente, él se refugiaba en la música. Grabó discos como solista, pero evitó hablar de su pasado. Un periodista alguna vez le preguntó si volvería a cantar con los Galos. Su respuesta fue breve: «A veces el silencio dice más que 1000 canciones». Ese silencio se convirtió en su escudo, pero también en su cárcel. Dans les années 1990, Marcello Mastroianni n'est plus l'icône flamboyante des années Fellini. Son corps s'affaiblit, son regard se voile, mais son esprit reste en éveil. C'est à cette époque qu'il accepte de tourner un film très particulier, Viaggio al Principio del Mondo, de Manuel d'Oliveira. Le titre résonne comme une prémonition, Voyage au commencement du monde. Ce tournage deviendra pour lui une épreuve mystique. Le film devait se tourner dans les montagnes du nord du Portugal, près d'un ancien couvent abandonné. L'équipe avait repéré un lieu austère, isolé, où les arbres semblaient pliés sous le poids du silence. Dès les premiers jours, le climat se fait étrange. Des brumes épaisses empêchent de filmer, les micros enregistrent des fréquences inconnues, les chevaux refusent d'avancer à certains endroits du sentier. Marcello, lui, est de plus en plus faible. Il suit un traitement lourd contre le cancer du pancréas, mais refuse toute interruption. Chaque matin, il s'isole quelques minutes avant les prises. Selon Anna Maria Tato, il murmurait alors des prières qu'il avait apprises pendant sa fuite en 1944. Des mots anciens, oubliés, mêlés à des phrases en latin. Le comédien Jacques Perrin, présent sur le tournage, dira plus tard « Ce n'était pas un acteur qui jouait, c'était une âme qui revenait d'un autre monde ». Un soir, après une journée de tournage dans un cimetière abandonné, Marcello s'effondre dans sa loge. Il murmure, presque délirant, « Ils veulent que je reste, mais je dois rentrer ». Les membres de l'équipe, bouleversés, appellent les secours. Le médecin portugais qui l'examine sur place, le docteur Varela, confiera dans une interview « Il n'avait rien de physique,
mais son pouls ralentissait comme s'il voulait quitter son propre corps. Le lendemain, il revient comme si de rien n'était. Il plaisante, récite son texte et improvise une scène bouleversante où il contemple une vieille photo. Cette scène deviendra l'ultime séquence du film et de sa carrière. Dans ses yeux, il y avait l'aveu silencieux d'un homme qui sait qu'il joue son dernier rôle. Peu après, il monte une dernière fois sur scène pour jouer Les Ultime Lune d'Hugo Betti. La pièce raconte l'histoire d'un vieil homme qui dialogue avec ses souvenirs, entre rêve et agonie. Les répétitions deviennent un calvaire. Marcello perd du poids, ses jambes tremblent, il a besoin de perfusion entre 2 actes, mais il refuse toute pitié. À ses proches, il dit simplement « Tant que je peux dire un mot, je vis ». Dans les coulisses du théâtre, certains affirment qu'il parlait souvent à voix basse, seul. Pas à un partenaire invisible, mais à Chiara, pas sa fille, mais une voix, une présence. Le régisseur nota plusieurs fois dans son carnet « Marcello semble voir quelque chose qu'on ne voit pas ». Anna Maria Tato, qui l'accompagne chaque soir, se souvient d'une nuit où il s'est réveillé en sursaut. « Ils me regardent à travers le rideau, ils attendent que je joue la dernière scène ». Elle pense à une hallucination, mais le lendemain, il répète cette phrase sur scène, hors texte, devant un public glacé. Le dernier soir, après la dernière représentation, il regarde les projecteurs s'éteindre et dit simplement « Ça y est ». Il ne dira plus rien. Quelques jours plus tard, le 19 décembre 1996, à Paris, dans son appartement discret du 16e arrondissement, il s'éteint dans les bras de Catherine Deneuve et de leur fille Chiara. Anna Maria, restée en bas, ne sera appelée qu'après. Jusqu'au bout, il aura joué, même contre la mort, et ce rôle-là, personne ne pourra lui ôter. Il est mort comme il a vécu, avec élégance et discrétion, écrira Sophia Loren en apprenant la disparition de Marcello. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un acteur, mais un fragment vivant de l'âme italienne. Pourtant, derrière les projecteurs, peu savaient à quel point l'homme était fragile, traversé par des doutes sourds et une mélancolie persistante. Mastroianni possédait une sensibilité rare. Il absorbait les émotions comme une éponge, sans jamais les montrer entièrement. Selon sa fille Chiara, il était souvent épuisé après les tournages, vidé, comme habité par les personnages. Mon père disparaissait après chaque rôle, il redevenait une ombre silencieuse, confia-t-elle dans une interview bouleversante. Cette perméabilité émotionnelle l'a rendu vulnérable. À plusieurs reprises, ses proches ont raconté ses phases de repli, où il s'enfermait des jours entiers, refusant les appels, éteignant toute lumière. Des moments où il disait ne plus savoir qui il était vraiment. Était-il encore Marcello, ou juste une collection de rôles, de visages, d'illusions ? Anna Maria Tato, sa compagne fidèle, décrira dans son film Marcello, Una vita dolce, la douleur d'aimer un homme en perpétuel éloignement. Même dans nos silences, je sentais qu'il appartenait à un autre monde, comme si sa vraie maison c'était l'écran, pas le réel, dira-t-elle avec une tendresse contenue. Pourtant, malgré les tempêtes intérieures, Marcello restait généreux, accessible, profondément humain. Il n'a jamais méprisé les petites productions ni les jeunes réalisateurs. Il disait « Tout film mérite d'être tenté, sinon pourquoi vivre ?» Cette philosophie l'a accompagné jusqu'à ses derniers jours, même lorsque son corps ne répondait plus. Les témoignages de ses collègues convergent tous vers la même image, celle d'un homme doux, pudique et terriblement seul. Un homme qui, derrière le sourire charmeur, portait le poids d'une vie vécue intensément, trop intensément peut-être. La mort de Marcello Mastroianni, annoncée le 19 décembre 1996, a soulevé peu de vagues publiques. Pas de grand hommage national, pas de cérémonie spectaculaire. L'Italie semblait figée dans une forme de respect silencieux. Pourtant, dans l'intimité des proches et de certains médias, les circonstances de son départ ont rapidement fait naître des questions dérangeantes. Pourquoi avoir choisi Paris, loin de Rome, pour vivre ses derniers instants? Pourquoi n'avoir rien dit à la presse sur la gravité de sa maladie? Pourquoi Anna Maria Tato, sa compagne des 20 dernières années, n'a-t-elle pas été autorisée à assister aux funérailles officielles? Ces silences, ces exclusions ont ouvert la voie à de nombreuses spéculations.
La première hypothèse, la plus simple, évoque la volonté de Mastroianni de mourir dans la dignité, sans médiatisation, à l'abri du regard du public. Il détestait les hommages bruyants et refusait depuis toujours l'idée de devenir un monument. Ce choix s'inscrirait dans une logique intime, presque spirituelle, de retour à l'ombre. Mais d'autres voix, plus critiques, ont mis en lumière les tensions anciennes entre Anna Maria Tato et Catherine Deneuve. Les deux femmes ne s'adressaient plus la parole depuis des années, et certaines rumeurs avancent que Catherine aurait expressément demandé à ce que la réalisatrice soit écartée des obsèques. Une guerre froide, d'apparence feutrée mais intensément douloureuse, semble avoir encerclé les dernières heures de l'acteur. Autre sujet sensible, les enregistrements privés réalisés par Mastroianni dans les semaines précédant sa mort. Il aurait laissé plusieurs cassettes audio destinées à un projet de film introspectif. Selon une source anonyme citée par la Repubblica, certaines bandes comportaient des messages étranges, évoquant des présences, des ombres dans les couloirs et une impression d'être observé à travers les rideaux. Ces éléments, d'abord jugés comme des divagations liées à la douleur et à la morphine, ont relancé l'intérêt pour la face occulte de son univers intérieur. Certains admirateurs passionnés sont allés plus loin. Sur plusieurs forums en ligne, ils ont pointé la récurrence d'une figure féminine silencieuse apparaissant dans les dernières interviews filmées de Marcello. Une silhouette floue, en arrière-plan, présente à plusieurs reprises dans des contextes différents. Hallucination collective ? Coïncidence ? Ou manifestation d'un malaise plus profond ? Même sur le plan artistique, les polémiques persistent. Le film Marcello, Una vita dolce, réalisé par Anna Maria Tato après sa mort, a été interdit de diffusion à Cannes à la demande de la famille officielle. Il considérait le portrait comme trop intime, trop dérangeant. La réalisatrice, brisée mais déterminée, déclara « C'est son dernier message, ils ont peur de l'entendre ». Enfin, une question revient souvent. Si Marcello Mastroianni, homme si fin, si sensible, si lucide, sentait la fin venir, pourquoi n'a-t-il pas laissé un véritable adieu ? Pourquoi n'avoir rien écrit, rien dit publiquement, comme pour couper le lien avec ceux qui l'ont tant admiré ? Certains y voient une forme de modestie absolue, d'autres une volonté de disparaître comme un acteur quitte la scène, sans se retourner. Mais une dernière théorie hante encore ses fans les plus mystiques. Et si Marcello ne voulait pas mourir devant nous, non pas par peur, mais pour préserver la magie ? Car après tout, il l'avait dit une fois, presque en riant, « Quand un acteur meurt à l'écran, on peut toujours le faire revivre, il suffit d'appuyer sur play. » Il est parti comme un souffle, discret, dans un appartement parisien, entouré de silence et de regards aimants. Pourtant, l'ombre de Marcello Mastroianni curité entre le rire tendre et la nostalgie insondable. Son héritage ne se mesure pas en trophées, bien qu'il ait été nommé 3 fois aux Oscars, honoré à Cannes, Venise et Berlin. Non, il réside dans sa capacité unique à capturer l'ambiguïté humaine. À travers ses rôles, il a incarné l'ironie de l'homme moderne, ses failles, ses élans d'amour, sa solitude. Il fut le miroir d'une époque qui cherchait encore le sens, et peut-être de toutes les époques. Les générations futures le redécouvrent sans cesse. Ses films sont étudiés dans les écoles de cinéma, sa voix et son regard analysés comme des fragments d'une époque révolue, mais jamais oubliée. Sa fille, Chiara Mastroianni, poursuit cette mémoire à travers ses propres rôles, oscillant elle aussi entre douceur et gravité. Mais ce qui subsiste avant tout, c'est une énigme. Qui était vraiment Marcello Mastroianni ? Un acteur ? Un poète ? Un fugitif éternel de lui-même ? Il n'a jamais répondu. Il a préféré se dissoudre dans ses personnages, nous laissant deviner, imaginer, rêver. Et peut-être est-ce cela le dernier cadeau qu'il nous a laissé, la liberté de ne jamais tout comprendre. Car dans ce monde où tout s'explique, certains mystères méritent de rester intacts. Marcello, lui, l'avait bien compris. Et c'est ainsi qu'il continue à vivre, non pas dans la pierre froide d'un tombeau, mais dans la chaleur vacillante d'une scène, dans la lumière tremblante d'un projecteur, dans chaque regard qui ose encore croire qu'un film peut changer une vie.